Il existe, quelque part en Europe du Nord, une entreprise fondée il y a près de 4 siècles, dont la valeur théorique dépasse tout ce que l'on peut raisonnablement concevoir aujourd'hui. Une entreprise si massive que, même en additionnant les capitalisations boursières des plus grands géants modernes, Apple, Microsoft, Amazon, Saudi Aramco ou encore Nvidia, le total resterait encore inférieur à ce qu'elle représentait à son apogée. Et pourtant, son nom est rarement mentionné lorsqu'on parle de capitalisme, de grande fortune ou de domination économique mondiale. Avant même d'entrer dans cette histoire, une chose doit être comprise, ce récit n'est ni linéaire, ni propre, ni confortable. Bienvenue dans l'univers des chroniques économiques, où richesse, domination et histoire s'entrechoquent. Lorsque l'on évoque les origines du capitalisme moderne, les mêmes figures reviennent sans cesse dans l'imaginaire collectif. Les Rothschild, les Rockefeller, J.P. Morgan. Des noms associés à la banque, à l'industrie, à l'influence politique et à l'accumulation spectaculaire de capital. Pourtant, ces dynasties n'ont pas inventé le système dans lequel elles ont prospéré. Elles en ont hérité. Bien avant Wall Street, bien avant la City de Londres, bien avant les grandes banques américaines, une entreprise européenne avait déjà posé les fondations de presque tout ce que nous appelons aujourd'hui la finance moderne. Une entreprise qui n'était pas seulement commerciale, mais structurelle. Une entreprise qui n'a pas simplement participé à l'histoire du capitalisme, mais qui l'a littéralement façonné. Cette entreprise a créé la première société anonyme mondiale. Elle a donné naissance à la première bourse organisée. Elle a inauguré la toute première introduction en bourse de l'histoire humaine. Et surtout, elle a prouvé qu'une entreprise privée pouvait rivaliser avec des États, lever des armées, gouverner des territoires et imposer sa loi à l'échelle planétaire. Son nom, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, plus connue sous l'acronyme VOC. Pour comprendre comment une simple compagnie marchande a pu devenir une entité plus puissante que de nombreux royaumes, il faut revenir à la fin du XVIe siècle, dans une Europe profondément instable, fragmentée, violente et en pleine mutation. Aux alentours de 1580, un événement géopolitique majeur bouleverse l'équilibre mondial. L'Espagne annexe le Portugal par une union dynastique. Deux empires maritimes parmi les plus puissants de l'époque se retrouvent soudain unis sous une seule et même couronne. Ce rapprochement change radicalement la donne. En un instant, l'Espagne hérite de l'ensemble des routes commerciales portugaises, de leurs comptoirs africains, asiatiques et américains, ainsi que de leur accès privilégié aux épices, aux métaux précieux et aux marchés lointains. Le commerce mondial se concentre brutalement entre les mains d'une seule superpuissance catholique. Pour les Provinces-Unies, la situation est dramatique. Officiellement encore sous domination espagnole, les Néerlandais sont engagés dans une guerre longue et coûteuse pour leur indépendance. L'absorption du Portugal par l'Espagne menace directement leur survie économique. Les ports se ferment, les routes commerciales sont bloquées, et l'accès aux marchandises asiatiques devient de plus en plus incertain. Les Néerlandais comprennent alors une réalité fondamentale, ils ne pourront jamais rivaliser avec l'Espagne uniquement par la force militaire. L'Empire espagnol dispose d'or en provenance des Amériques, d'armées professionnelles et d'une flotte colossale. Le rapport de force est déséquilibré. Il faut donc inventer autre chose. C'est dans ce contexte précis qu'émerge une idée radicalement nouvelle pour l'époque, transformer le capital privé en arme géopolitique. Plutôt que de s'appuyer sur un roi, sur des impôts ou sur une noblesse féodale, les Néerlandais vont mobiliser l'épargne, le commerce et l'investissement pour bâtir une puissance capable de rivaliser avec les plus grands empires. Une puissance sans couronne, sans trône, mais dotée d'un levier bien plus flexible, le marché. En 1602, plusieurs compagnies commerciales néerlandaises, jusque-là concurrentes et fragmentées, acceptent de fusionner. De cette union naît une entité unique, dotée d'une charte exceptionnelle accordée par l'État, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Officiellement, il s'agit d'une entreprise destinée à organiser le commerce avec l'Asie. En réalité, c'est un instrument de domination économique et politique sans précédent dans l'histoire humaine. Et ce n'est que le début. Dès sa création, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ne ressemble à rien de connu jusque-là. Ce n'est ni une simple guilde de marchands, ni une entreprise familiale, ni un organe étatique classique. C'est un hybride. Une entité nouvelle, conçue pour exploiter un monde en pleine expansion, avec des outils juridiques et financiers totalement inédits. La VOC reçoit de la République des Provinces-Unies une charte d'une puissance exceptionnelle. Cette charte ne lui accorde pas seulement un monopole commercial sur l'Asie pour une durée de 21 ans. Elle lui confère également des prérogatives normalement réservées aux États souverains. La compagnie peut lever des armées, armer des flottes, construire des forts, signer des traités diplomatiques,
déclarer la guerre et gouverner des territoires conquis. En d'autres termes, la VOC n'est pas simplement autorisée à commercer. Elle est autorisée à exercer le pouvoir. C'est précisément ce qui la distingue des entreprises qui l'ont précédée. Là où les compagnies marchandes médiévales dépendaient de la protection d'un roi ou d'un seigneur, la VOC intègre directement la violence, la diplomatie et l'administration dans son modèle économique. Elle ne se contente pas de transporter des marchandises. Elle restructure les routes commerciales par la force. Mais une telle ambition exige des ressources colossales. Or, les Provinces-Unies ne disposent ni des mines d'or espagnoles, ni des vastes territoires agricoles de la France. Leur avantage réside ailleurs, dans leur système financier naissant et dans la concentration de capitaux à Amsterdam. C'est ici que survient l'innovation la plus décisive. Plutôt que de financer chaque expédition séparément, comme cela se faisait jusque-là, la VOC propose un modèle radicalement différent. Les investisseurs ne financent plus un voyage précis, avec un début et une fin. Ils investissent dans l'entreprise elle-même, de manière permanente. En échange, ils reçoivent des actions représentant une fraction de la compagnie et un droit au profit futur. C'est la naissance de l'action moderne. Pour la première fois dans l'histoire, la propriété d'une entreprise est fragmentée, abstraite et transférable. Un citoyen ordinaire peut acheter une part de l'expansion impériale néerlandaise, sans jamais quitter Amsterdam. Il peut toucher des dividendes provenant de cargaisons qu'il ne verra jamais, transportées à l'autre bout du monde. Et surtout, il peut revendre sa part. Cette possibilité change tout. Très rapidement, un marché secondaire émerge. Les actions de la VOC commencent à s'échanger entre investisseurs. Les prix fluctuent en fonction des rumeurs, des succès militaires, des cargaisons arrivées à bon port ou des navires disparus en mer. Ainsi naît la bourse d'Amsterdam. Ce n'est plus seulement un lieu d'échange de marchandises, mais un espace où l'on négocie l'avenir, où l'on anticipe, où l'on spécule. Les investisseurs ne se contentent plus d'acheter des actions. Ils parient sur leur évolution future. Ils empruntent pour investir. Ils vendent ce qu'ils ne possèdent pas encore. Ils inventent, sans le savoir, les bases de la finance moderne. Mais une innovation juridique vient compléter ce dispositif et lever un frein majeur à l'investissement, la responsabilité limitée. Jusqu'alors, investir dans une expédition commerciale pouvait ruiner une famille entière. Si un navire coulait ou si une route commerciale s'effondrait, les créanciers pouvaient saisir les biens personnels des investisseurs. La VOC rompt avec ce principe. Désormais, un actionnaire ne peut perdre que sa mise initiale. Ses biens personnels sont protégés. Cette avancée juridique transforme radicalement le rapport au risque. Investir devient acceptable, prévisible, calculable. L'épargne afflue. La compagnie néerlandaise des Indes orientales devient ainsi une machine à capter le capital. Elle aspire l'argent des classes moyennes, des élites marchandes, des notables urbains. Et avec cet argent, elle étend son emprise sur les océans. Pendant que la VOC se déploie à l'échelle mondiale, une autre dynamique se met en place à l'intérieur même de la République néerlandaise. Une dynamique plus silencieuse, mais tout aussi décisive, celle de la maison d'Orange-Nassau. Dans ce nouveau monde dominé par les marchands et les flux financiers, la noblesse traditionnelle perd progressivement de son influence. Le pouvoir ne repose plus uniquement sur la terre ou les titres héréditaires, mais sur l'accès au capital et aux institutions financières. La maison d'Orange se retrouve dans une position délicate. Elle incarne encore une autorité symbolique forte, notamment à travers la fonction de statuteur, mais elle ne possède ni royaume à gouverner ni ressources naturelles à exploiter. Son pouvoir est conditionné par l'équilibre fragile entre les provinces, les marchands et les tensions extérieures. Face à cette réalité, la famille comprend une chose essentielle. Dans une république marchande, le pouvoir ne se conquiert plus par l'épée seule, mais par l'alignement avec le capital. La maison d'Orange ne prend pas le contrôle direct de la VOC. Elle n'en fait pas un instrument dynastique visible. Au contraire, elle agit dans l'ombre. Elle investit. Elle soutient. Elle tisse des liens durables entre son avenir politique et la réussite de la compagnie. Ce choix est stratégique. Car dans un système où la richesse circule plus vite que les armées, celui qui comprend les marchés contrôle l'État. Et la maison d'Orange est en train de l'apprendre. Lorsque la compagnie néerlandaise des Indes orientales s'installe durablement en Asie, elle ne le fait pas comme un simple acteur commercial cherchant des partenaires locaux. Elle arrive avec une vision impériale froide, méthodique et profondément moderne. Son objectif n'est pas d'échanger. C'est de contrôler. Le cœur de cette stratégie porte un nom, Batavia. Fondée en 1619 sur les ruines de la ville javanaise de Jayakarta, Batavia n'est pas pensée comme un comptoir parmi d'autres. Elle est conçue comme une capitale.
Une métropole coloniale administrative, militaire et logistique, destinée à coordonner l'ensemble des opérations asiatiques de la compagnie. À partir de Batavia, la VOC gouverne un espace immense, s'étendant de l'Afrique du Sud au Japon, en passant par l'Indonésie, l'Inde, Ceylan et les archipels d'Asie du Sud-Est. Aucune entreprise privée, avant ou après elle, ne disposera d'un réseau aussi vaste, aussi intégré et aussi armé. Batavia fonctionne comme une ville-État corporative. Elle possède son gouverneur général, son conseil, ses tribunaux, ses prisons, ses arsenaux, ses entrepôts. Les lois qui y sont appliquées ne sont pas celles des peuples locaux, ni même celles de la République néerlandaise, mais celles de la compagnie elle-même. C'est un point fondamental, la VOC ne se contente pas d'exploiter des territoires, elle y impose un ordre juridique privé. Sur le terrain, cette logique se traduit par une politique d'une brutalité systématique. Pour garantir ses profits, la compagnie cherche à établir des monopoles absolus sur des produits stratégiques. Le clou de girofle, la muscade, la cannelle, le poivre. Ces épices, très demandées en Europe, sont rares, chères et hautement rentables. Mais pour maintenir des prix élevés, il faut empêcher toute concurrence. La VOC adopte alors une stratégie radicale, la destruction volontaire des capacités de production indépendantes. Dans les îles Banda, par exemple, les populations locales sont massacrées, déportées ou réduites en esclavage lorsque leurs dirigeants refusent de vendre exclusivement à la compagnie. Les plantations sont confisquées et confiées à des colons européens ou à des esclaves importés. La logique est purement comptable. Une île qui ne produit que pour la VOC est une île rentable. Une population qui résiste est une variable à éliminer. Ce type de violence n'est pas un excès ponctuel. Il est intégré au modèle économique. Les décisions militaires sont prises par des conseils d'administration. Les massacres sont évalués en termes de coûts et de bénéfices. La guerre devient un outil de gestion. C'est ici que la compagnie franchit un seuil historique. Elle ne se comporte plus comme un État cherchant à étendre sa souveraineté pour des raisons idéologiques ou religieuses. Elle agit comme une entreprise cherchant à maximiser son rendement pour ses actionnaires. La violence est rationalisée, standardisée, bureaucratisée. Dans ce système, les individus disparaissent derrière les chiffres. À Amsterdam, les actionnaires reçoivent des rapports détaillés. Des tableaux. Des comptes. Ils y lisent des taux de rendement, des volumes d'épices, des pertes de navires. Ils ne voient pas les villages incendiés, ni les populations déplacées. L'horreur est abstraite, diluée dans les bilans financiers. C'est l'un des aspects les plus modernes et les plus inquiétants de la VOC, la séparation totale entre la décision économique et ses conséquences humaines. Pendant ce temps, la compagnie accumule une richesse colossale. À son apogée, elle emploie plus de 70 000 personnes, possède des centaines de navires et contrôle une part significative du commerce mondial. Certains historiens estiment que, corrigée de l'inflation, sa valeur dépasse celle des plus grandes entreprises contemporaines. Mais cette puissance a un prix. À mesure que la VOC s'étend, sa structure devient lourde, rigide, inefficace. La corruption se généralise dans les colonies. Les gouverneurs locaux détournent des fonds. Les employés se livrent à un commerce parallèle pour leur propre compte. Les coûts militaires explosent. Les guerres, autrefois rentables, deviennent des gouffres financiers. Et surtout, le monde change. Au XVIIIe siècle, la concurrence s'intensifie. Les Britanniques, à travers la Compagnie anglaise des Indes orientales, adoptent des méthodes similaires, mais avec une capacité militaire et politique croissante. Les routes commerciales évoluent. Les goûts européens changent. Les marges diminuent. La machine, autrefois parfaite, commence à grincer. À Amsterdam, les dividendes baissent. Les actions stagnent. La confiance s'érode. La compagnie, conçue pour une expansion infinie, se révèle incapable de se réformer. Sa gouvernance, pensée pour maximiser les profits à court terme, n'est pas adaptée à un monde plus complexe, plus concurrentiel. La VOC devient prisonnière de son propre modèle. À la fin du XVIIIe siècle, elle est criblée de dettes. Incapable de se maintenir seule, elle est progressivement placée sous le contrôle de l'État néerlandais. En 1799, la compagnie est officiellement dissoute. Ses actifs, ses dettes et ses territoires sont nationalisés. L'entreprise la plus puissante de l'histoire cesse d'exister. Mais sa disparition est trompeuse. Car la VOC ne meurt pas vraiment. Elle se transforme. Ses innovations, actions, marchés financiers, responsabilité limitée, gouvernance corporative, fusion du capital et du pouvoir, survivent et se diffusent. Elles deviennent les fondations du capitalisme moderne. L'État-entreprise disparaît, mais le monde qu'il a créé, lui, demeure.
Lorsque la Compagnie néerlandaise des Indes orientales disparaît officiellement en 1799, l'événement passe presque inaperçu auprès du grand public européen. Il n'y a pas de chute spectaculaire, pas de révolution visible, pas de fin dramatique. Une entité juridique est dissoute, des actifs sont transférés, des dettes absorbées par l'État. Sur le papier, tout s'arrête là. Mais en réalité, rien ne s'arrête. Car ce que la VOC a créé ne dépend plus d'elle. Son véritable héritage n'est pas territorial. Il est structurel, invisible, profondément enraciné dans la manière dont le monde organise désormais la richesse, le pouvoir et la responsabilité. La plus grande innovation de la VOC n'est pas d'avoir conquis des terres lointaines. C'est d'avoir inventé une forme de pouvoir abstrait, l'entreprise moderne. Avant elle, le commerce est risqué, personnel, limité. Après elle, le commerce devient systémique, impersonnel et mondial. La responsabilité limitée permet aux investisseurs de s'enrichir sans jamais être physiquement ou moralement exposés aux conséquences de leurs décisions. Le risque est fragmenté, dilué, transféré. Cette idée change tout. Elle rend possible une accumulation de capital à une échelle jusque-là inimaginable. Elle permet de financer des projets gigantesques sans que personne n'en assume pleinement le poids humain. Elle sépare définitivement la richesse de la culpabilité. Ce n'est pas un détail technique. C'est une révolution morale. La VOC est également l'une des premières organisations à montrer que le pouvoir politique peut être privatisé. Elle lève des armées, signe des traités, administre des territoires, rend la justice. Elle ne gouverne pas au nom d'un peuple, mais au nom d'actionnaires. Ce glissement est fondamental. À partir de ce moment, la frontière entre État et entreprise devient floue. Les intérêts économiques cessent d'être subordonnés au pouvoir politique, ils commencent à le façonner. Ce modèle sera repris, amplifié, perfectionné au fil des siècles. Les grandes compagnies coloniales britanniques, françaises, puis plus tard les multinationales industrielles et financières, héritent directement de cette logique. Même aujourd'hui, cette structure est toujours là. Lorsque des entreprises influencent des lois, déplacent des chaînes de production à l'échelle mondiale, exploitent des ressources naturelles dans des pays où elles ne sont pas implantées politiquement, elles ne font que prolonger un modèle né au XVIIe siècle. Un modèle dans lequel le capital circule plus vite que la démocratie. Un modèle dans lequel les décisions majeures sont prises loin de ceux qui en subissent les effets. Un modèle dans lequel l'efficacité économique justifie presque tout. La VOC nous oblige donc à poser une question dérangeante. Le capitalisme moderne est-il né comme un système d'échange, ou comme un système de domination? Car dès l'origine, ces mécanismes reposent sur la contrainte, l'asymétrie et la violence organisée. Simplement, cette violence est rationalisée. Elle n'est plus chaotique. Elle est planifiée, budgétée, optimisée. Elle devient invisible. Et c'est peut-être là le point le plus troublant. Le génie de la VOC n'est pas seulement économique. Il est narratif. Elle parvient à se présenter comme une force de progrès, d'innovation, de modernité. Elle apporte des épices, des routes commerciales, des richesses. Elle parle de développement, d'ordre, de stabilité. Mais derrière ce langage se cache une réalité bien différente. Des sociétés entières sont restructurées pour servir des marchés lointains. Des économies locales sont détruites ou rendues dépendantes. Des cultures sont marginalisées, parfois effacées. Et tout cela est présenté comme un dommage collatéral, une étape nécessaire, un coup du progrès. Ce récit, lui aussi, nous est familier. Aujourd'hui encore, les mêmes mots reviennent. Croissance, compétitivité, optimisation, efficacité. Ils semblent neutres, techniques, rationnels. Mais ils portent en eux une histoire. Une histoire de rapport de force déguisée en lois économiques. Comprendre la VOC, ce n'est donc pas regarder le passé avec les yeux du présent. C'est reconnaître que le présent est, en grande partie, l'héritier direct de ce passé. Les marchés financiers mondiaux, les bourses, les fonds d'investissement, les multinationales, les chaînes logistiques globales, tout cela repose sur des principes forgés à cette époque. La financiarisation de l'économie n'est pas une dérive récente. C'est un projet ancien. Un projet qui a toujours cherché à rendre la richesse mobile, mais la responsabilité immobile. Et c'est précisément pour cette raison que cette histoire nous concerne encore. Car si la VOC a disparu, les questions qu'elle pose restent ouvertes. Qui décide réellement de l'utilisation des ressources? Au nom de qui le pouvoir économique s'exerce-t-il? Et surtout, qui en paie le prix? L'univers des chroniques économiques n'est pas un monde abstrait de chiffres et de graphiques. C'est un champ de bataille discret où s'affrontent des intérêts, des visions du monde, des rapports de domination. Rien n'y est jamais aussi linéaire qu'il n'y paraît.
Et peut-être que la véritable leçon de la VOC n'est pas qu'elle ait été trop puissante, trop violente ou trop ambitieuse. Mais qu'elle ait montré, très tôt, à quoi ressemble un monde gouverné par le capital lorsqu'il n'est freiné par aucune limite morale réelle. Un monde où l'histoire se répète, simplement sous des formes plus sophistiquées. Un monde que nous habitons encore.